Le jour n'était pas encore levé quand les premiers battements de tambour retentirent au loin, rompant le silence de la savane endormie. Le son, grave et lent, semblait provenir du cœur même de la terre, comme une respiration ancestrale. Dans le village de Kwazikram, c'était le signal qu'une nouvelle journée pouvait commencer. Kofi ouvrit les yeux, encore alourdi par le sommeil. Il resta un moment immobile, écoutant le rythme familier. Ce n'était pas un simple appel au réveil. C'était une langue, un message codé transmis de génération en génération. Aujourd'hui, les tambours annonçaient la cérémonie du marché sacré, celle où les anciens bénissaient les récoltes et les projets des jeunes du village. Il se leva sans bruit pour ne pas réveiller sa petite sœur, endormie à ses côtés sur la natte. La fraîcheur du matin mordit ses pieds nus alors qu'il sortait de la case familiale. Le ciel était encore sombre, mais déjà teinté d'orange à l'horizon. L'odeur du feu de bois flottait dans l'air, mêlée à celle du mil en cuisson. « Kofi, viens laver ton visage, la journée commence tôt aujourd'hui. » Appela sa mère depuis l'arrière de la case. Il accourut, un sourire aux lèvres. « Maman, est-ce que grand-père va encore raconter ses histoires aujourd'hui? » S'il ne raconte pas, ce n'est pas un marché sacré. Mais avant les histoires, il faut t'aider à préparer le stand. Kofi éclata de rire. Il savait que sa mère n'aimait pas le voir traîner auprès de son grand-père, qu'elle jugeait un peu trop rêveur. Mais pour Kofi, les récits du vieil homme étaient des portes vers d'autres mondes. Plus tard, tandis que les villageois installaient les étals faits de bois et de feuilles tressées, Kofi retrouva son grand-père assis, à l'ombre du grand baobab. Le vieux Nana Kwam tenait à la main un bâton sculpté et portait un boubou bleu orné de symboles adinkra. « Assieds-toi, mon petit lion, dit-il en tapotant le sol près de lui. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire du garçon qui parlait aux étoiles. » Kofi s'assit, les yeux brillants. Les autres enfants du village commencèrent à s'approcher, formant un cercle autour du vieux conteur. Il était une fois, dans une terre sèche comme la langue d'un lézard, un enfant qui rêvait de toucher le ciel. Chaque nuit, il observait les étoiles, non pour dormir, mais pour leur poser des questions. La voix de Nana Kwam, grave et douce à la fois, semblait suspendre le temps. Le marché pouvait bien attendre, les enfants étaient en voyage, portés par les mots. Kofi, lui, n'entendait plus rien d'autre. Il voyait le garçon, les étoiles, les rêves. Et au fond de lui, quelque chose naissait. Une envie. Un appel. Lorsque l'histoire se termina, Kofi resta silencieux. Il regarda le ciel, puis son grand-père. « Grand-père, est-ce qu'un garçon comme moi peut vraiment devenir quelqu'un de grand ?» Le vieil homme le fixa, un sourire plein de sagesse aux lèvres. « Ce n'est pas là où tu es né qui compte, Kofi. C'est ce que tu choisis de devenir. Même un enfant de la savane peut briller parmi les étoiles. » Le cœur de Kofi se serra, mais d'une émotion nouvelle, l'espoir. Ce jour-là, au rythme des tambours de l'aube, un rêve s'enracina dans son cœur. Un rêve fou, immense. Un rêve de savoir, de voyage et de lumière. Sans le savoir encore, Kofi venait de faire son premier pas vers Harvard. Le soleil s'était levé haut dans le ciel quand les cris parvinrent au village. Des cris d'enfants, mêlés à des appels d'adultes. C'était du côté du fleuve. Immédiatement, les femmes laissèrent tomber leurs paniers, les hommes suspendirent leurs travaux, et tous coururent en direction du vacarme. Kofi, lui aussi, courait. Il connaissait ce cri. C'était celui de Yao, son meilleur ami. Son cœur battait à tout rompre, pas à cause de la course, mais de la peur. Le fleuve Tanoé, paisible en apparence, était en saison de crue. Ses eaux brunes et agitées, bordées de roseaux, cachaient des courants traites. Les anciens disaient qu'il avalait les imprudents sans jamais les rendre. Quand Kofi arriva sur les rives boueuses, une foule s'était déjà formée. Des femmes criaient, d'autres priaient. Un enfant, à peine plus âgé que Kofi, tremblait et pleurait. « C'est Yao. Il est tombé. Il voulait attraper le ballon. » hurla-t-il. « Personne ne doit entrer dans l'eau, » lança un homme. « Le courant est trop fort, on va tous se noyer. » Mais Kofi ne réfléchit pas. Il n'eut même pas peur. Il vit juste, à une vingtaine de mètres, une main qui battait faiblement à la surface. Puis plus rien. Sans un mot, il jeta sa chemise, s'élança, et plongea dans l'eau glacée. « Kofi » hurla sa mère, arrivée à l'instant. « Par les ancêtres, ramène-le-moi. » Les courants le poussèrent violemment. Il but la tasse, se débattit, mais continua à nager de toutes ses forces. Il se souvenait des leçons de son père disparu, ancien pêcheur. L'eau écoute ceux qui ne paniquent pas. Il ouvrit les yeux sous l'eau. Rien. Puis un éclat rouge. Le short de Yao. Il plongea, attrapa une jambe molle,
et remonta à la surface avec le corps inerte de son ami. Une voix dans sa tête criait « Tiens bon, Kofi, tiens bon !» Il nagea en sens inverse du courant, en diagonale, comme son père le lui avait appris. Les bras de Yao autour de son cou étaient lourds, mais il tint bon. Quand il atteignit la rive, 2 hommes les tirèrent hors de l'eau. Kofi s'effondra. Tremblant, haletant. Yao ne bougeait pas. « Il respire », murmura une femme. « Non, il est. » Mais Kofi, à genoux, posa ses mains sur le torse de son ami. Il appuya. Encore. Et encore. « Réveille-toi, Yao. Réveille-toi. Tu n'as pas le droit. » cria-t-il. Un filet d'eau sortit de la bouche du garçon. Il toussa, ouvrit les yeux. Les cris de panique se changèrent en hurlements de joie. Il vit. Que les ancêtres soient loués. Sa mère tomba à genoux, éplorée. Le vieux Nanakwam, arrivé sur les lieux, regarda Kofi en silence. Il avait les yeux humides. Ce jour-là, le village ne vit pas seulement un enfant courageux sauver son ami. Il vit naître un chef. Pas un guerrier, mais un cœur pur, prêt à risquer sa vie pour l'autre. Plus tard, alors que la nuit tombait et que les tambours célébraient la survie de Yao, le grand-père s'approcha de Kofi, qui était allongé près du feu. « Mon petit lion, aujourd'hui, tu n'as pas seulement traversé le fleuve. Tu as traversé la peur. J'ai eu peur, grand-père, mais j'ai senti quelque chose en moi. Une force. C'est ça, l'esprit du héros. Il ne nie pas sa peur. Il la transforme en action. » Kofi regarda les étoiles, comme chaque nuit. Mais ce soir-là, il les regardait autrement. Comme un garçon qui venait de prouver, à lui-même et à tout un village, qu'il pouvait aller loin, très loin. Le soleil tapait dur ce jour-là, comme pour rappeler que la saison sèche régnait sans partage sur la savane. Les criquets chantaient leur éternelle chanson, et les feuilles des carités tremblaient sous le vent chaud. Kofi, encore marqué par l'épreuve du fleuve, s'était réfugié dans un coin tranquille, entre les racines d'un manguier. Son esprit était agité. « Tu ne vas pas passer ta vie à rêvasser sous les arbres, petit lion. » La voix venait de derrière lui. Une voix grave, légèrement râpeuse, mais étrangement douce. Kofi se retourna. Un vieil homme, drapé d'un boubou blanc jauni par les années, se tenait là, tenant une canne sculptée à tête d'aigle. Il portait de grosses lunettes rondes qui amplifiaient ses yeux. « Maître Adama » murmura Kofi. Tout le monde connaissait Maître Adama. Il avait enseigné dans la ville, dans des écoles que peu ici avaient fréquentées. On disait qu'il avait reçu une lettre du président lui-même, et qu'il avait refusé un poste de ministre pour revenir dans son village natal. Un mystère vivant. « Viens, assieds-toi avec moi, » dit-il, en s'installant sur une souche d'arbre. « Tu as le regard de ceux qui portent des questions plus grandes qu'eux. » Kofi s'approcha, intimidé. « Tu veux comprendre, n'est-ce pas? Pourquoi tu ressens ce feu en toi? Pourquoi tu veux apprendre, voir plus loin que les collines? » Kofi hocha lentement la tête. Le vieux maître sourit. « Le savoir, Kofi, n'est pas une montagne à gravir. C'est une rivière qui coule en toi. Mais pour l'entendre couler, il faut apprendre à écouter. » Il tira de sa sacoche de cuir un livre. Usé, abîmé, mais intact. Il le posa entre eux. « Regarde-le bien. » Kofi le prit dans ses mains, comme un trésor. Le titre était en anglais. « The World of Number, Mathematics for Humans. » Tu sais lire l'anglais? Un peu, mais je ne comprends pas tout. Alors, apprenons ensemble. Ce jour-là, sous le manguier, une étrange classe naquit. Un seul élève, un seul maître, et un silence sacré autour d'eux. Maître Adama était patient. Il expliquait avec des proverbes, des gestes, parfois des chansons. Il rendait les équations vivantes. Il racontait l'histoire des nombres comme on raconte celle des rois et des peuples. Les chiffres ne sont pas froids, Kofi. Ce sont des langages, des chemins, des clés. Si tu sais les utiliser, ils t'ouvrent les portes du monde. Les jours passaient, et Kofi revenait chaque après-midi, après avoir aidé sa mère au champ. Sa passion grandissait. Il posait des dizaines de questions. Un soir, après une leçon sur les fractions, il osa demander « Pourquoi vous m'aidez, maître? Pourquoi moi ?» Le vieil homme sourit longuement. « Parce que tu me rappelles moi. J'étais comme toi, un jour. Plein de feu, de questions. Mais personne ne m'a pris au sérieux. J'ai dû me battre pour apprendre. Toi, tu ne seras pas seul. » Kofi sentit un frisson lui parcourir le dos. Pour la première fois, il ne se sentait plus comme un enfant de village. Il se sentait appelé. Avant de partir ce soir-là, Maître Adama lui tendit un autre livre. Celui-ci est en français. Il parle des grands penseurs du monde. Lis un peu chaque soir. Et surtout,
N'arrête jamais de poser des questions. Kofi serra le livre contre sa poitrine. Il n'avait jamais rien reçu d'aussi précieux. Ce soir-là, en rentrant, il croisa son grand-père près du feu. « Tu as l'air ailleurs, petit lion. J'ai appris des choses qui ouvrent l'esprit. » Nana Kwam hocha la tête. « Alors écoute bien, Kofi. Le savoir est une arme. Mais c'est le cœur qui décide comment l'utiliser. Ne deviens jamais intelligent au point d'oublier d'être bon. » Kofi ne répondit pas. Il leva simplement les yeux vers le ciel étoilé. Il ne comprenait pas encore tout, mais une chose était sûre. Un chemin s'était ouvert. Il comptait bien le suivre, pas à pas. L'harmattan soufflait fort ce matin-là, soulevant la poussière rouge sur les sentiers du village. Le ciel avait perdu son bleu éclatant, voilé par un gris sec et âpre. Dans cette atmosphère de fin du monde, Kofi avançait lentement, un sac de maïs sur l'épaule. Ses bras étaient encore douloureux des travaux des champs, et son esprit fatigué par les longues nuits d'études. Depuis plusieurs semaines, la tension était palpable à la maison. Sa mère s'inquiétait. Le garçon passait de moins en moins de temps à aider la famille. Il lisait, écrivait, posait des questions au vieux maître Adama, et ça ne plaisait pas à tout le monde. Ce soir-là, alors que les étoiles commençaient à percer le ciel obscurci par la poussière, une dispute éclata. « Kofi, viens casser le bois pour le feu » cria sa mère depuis la cour. « J'arrive, maman, je finis mon exercice. » « Tu vas finir pauvre et affamé avec tes exercices. Qui nourrit un enfant avec des lettres ?» Kofi sortit, les yeux encore rouges d'avoir lu à la lumière vacillante d'une lampe à pétrole. Il se dirigea vers la pile de bois, le cœur lourd. Son oncle, Bako, l'attendait là. Un homme large, le regard dur. Il ne cachait pas son mépris pour les rêveurs. « Kofi, assieds-toi. » Kofi obéit, les mains pleines de sueur. « Tu penses que tu vas devenir quoi? Un professeur blanc? Un homme de ville? Tu crois qu'ils t'attendent avec du pain beurré à la capitale? » Kofi ne répondit pas. « Regarde-moi. J'ai travaillé la terre toute ma vie. J'ai pas eu le luxe de lire des livres. Mais je mange chaque jour. Et toi? Tu veux être quoi? Hein? Je veux comprendre le monde, oncle. Je veux apprendre. Je veux. Tu veux fuir. C'est ça. Tu méprises ta terre. Non. Je veux l'honorer autrement. » Un silence pesant s'installa. Puis Bako cracha au sol. « Tu devras choisir, Kofi, entre le feu qui nourrit ou la cendre des illusions. » Cette nuit-là, Kofi ne dormit pas. Il s'assit dehors, dos contre la case, les yeux tournés vers les étoiles. Son livre posé sur ses genoux, il réfléchissait. Le lendemain matin, il alla voir Maître Adama, les yeux cernés mais déterminés. « Il ne croit pas en moi, maître. Il pense que je perds mon temps. C'est normal. Le feu de la vision fait peur à ceux qui ne voient que les cendres du quotidien. Mais s'il m'oblige à arrêter, à abandonner ?» Le vieil homme le regarda longuement, puis entra dans sa cabane. Il revint avec une vieille enveloppe scellée. « Ceci est une lettre de recommandation. Pour une école en ville. Pas n'importe laquelle. Une école où ton nom pourrait changer de destin. Une vraie école. Une vraie. Mais tu dois prendre cette décision seule. Je ne peux pas te porter. C'est ta vie, pas la mienne. » Kofi prit l'enveloppe, les mains tremblantes. « Et si je me trompe? Le seul vrai échec, c'est de ne jamais essayer. » Ce soir-là, Kofi parla à sa mère. Il lui expliqua tout. Sa soif d'apprendre, son rêve de devenir un homme de savoir, de lumière, de changement. Elle l'écouta, en silence. Puis, les larmes aux yeux, elle dit, « Si c'est ton chemin, mon fils, alors marche. Mais souviens-toi toujours d'où tu viens. » Elle lui remit un petit tissu plié. À l'intérieur, une photo fanée de son père disparu, tenant Kofi bébé dans ses bras. « Ton père rêvait que tu deviennes un homme libre. Ce que je n'ai pas pu t'offrir, le savoir te le donnera peut-être. » Kofi pleura cette nuit-là. Non pas de peur, mais de gratitude. Le lendemain matin, sac sur le dos, enveloppe en poche, il marcha vers l'inconnu. Vers la ville. Vers l'école. Vers son destin. Le village tout entier le regardait s'éloigner. Certains se moquaient. D'autres espéraient. Mais seul son grand-père murmura. « Le petit lion a choisi le feu. Et maintenant, il va apprendre à le maîtriser. » Le voyage fut long. Trop long pour les jambes d'un jeune garçon habitué à courir pieds nus dans les hautes herbes, mais pas à supporter le poids du silence et du doute. Kofi avait quitté son village à l'aube, transporté par un vieux camion bâché, brinque-ballant entre les pistes rouges et les champs de moteurs fatigués. Tout était nouveau. Les klaxons, les visages pressés, les maisons empilées comme des termitières géantes. La ville, c'était une autre planète.
Descente, descente ici, cria le conducteur en tapant sur la carrosserie. Kofi sauta à terre, son sac en bandoulière, ses yeux écarquillés. La gare routière était un chaos organisé. Des vendeurs de bananes criaient, des enfants lavaient des pare-brises, des mamas proposaient du riz chaud sur des plateaux. Une chaleur collante lui serrait la gorge. Il demanda timidement à un policier. « Monsieur, s'il vous plaît. L'école Sainte-Marie, vous savez où c'est ?» Le policier, d'abord surpris par l'accent rural du garçon, plissa les yeux. « Ah, tu viens de loin, hein? Monte dans ce taxi, dis-lui Sainte-Marie, Cocody. Et tiens bien ton sac. Les pickpockets adorent les nouveaux venus. » Le taxi était vieux, l'odeur de sueur mêlée à l'encens. Le chauffeur, moustachu et bavard, lança. « Petit frère, premier voyage à Abidjan. Oui, c'est pour l'école. Tu es courageux. Ici, si tu ne fais pas attention, la ville peut t'avaler. Mais si tu gardes ton cap, elle peut t'élever. » La route était longue, bordée de marchés, d'immeubles, de ponts métalliques. Tout allait vite. Trop vite. Kofi gardait les yeux collés à la vitre, fasciné. Quand il descendit devant l'école Sainte-Marie, il resta figé. Le portail était immense, en fer forgé. Un emblème doré trônait dessus, savoir, discipline, excellence. Des élèves en uniforme passaient, rieurs, sac à dos de marque, baskets propres. Kofi baissa instinctivement les yeux vers ses sandales usées. Il entra timidement, la lettre de Maître Adama serrée dans sa main. « Bonjour, je suis Kofi. Je viens du village de Buntuku. J'ai une lettre pour le directeur. » L'assistante administrative, une dame stricte aux lunettes bien ajustées, prit le courrier, le lut rapidement, leva un sourcil, puis décrocha son téléphone. Quelques minutes plus tard, un homme en costume, à la voix posée et au regard perçant, fit son apparition. « Kofi, c'est toi. Je suis le directeur Mensa. Entre dans mon bureau. » L'intérieur était frais, parfumé, avec des étagères pleines de livres. Le directeur s'assit, croisa les doigts. « Je connaissais Maître Adama. Un homme rare. Si c'est lui qui t'envoie, alors tu portes une promesse. » Kofi sentit son cœur bondir dans sa poitrine. « Tu n'as pas les papiers habituels, ni le niveau officiel requis, mais nous allons faire une chose. Tu passeras un test d'évaluation demain matin. Et si tu le réussis, tu restes. Si tu échoues, tu rentres. » « Oui, monsieur. Je comprends. Tu logeras au dortoir des boursiers. Ce ne sera pas le grand confort, mais ce sera un toit. Et ici, tu devras prouver chaque jour que tu mérites ta place. » Kofi acquiesça. Plus tard, au dortoir, il découvrit des jeunes comme lui. Certains venaient de quartiers pauvres, d'autres de familles modestes. Il partagea sa paillasse avec un garçon du Nord, Abdul, qui lui demanda « Tu sais pourquoi on t'a mis avec nous ?»« Non. Parce qu'on est les rêveurs. Les autres pensent qu'on n'a pas notre place ici. Mais tu vas voir. Les rêveurs ont parfois les dents les plus longues. » Cette nuit-là, Kofi dormit peu. Il récitait dans sa tête toutes les leçons de Maître Adama. Il savait que le test du lendemain n'était pas seulement académique. C'était son droit d'exister ici qui se jouait. Alors, au petit matin, il se leva, se lava à l'eau froide, mâcha une galette de manioc. Et, en silence, il entra dans la salle d'examen. Il n'était plus l'enfant de Buntuku. Il était l'héritier d'un rêve. Et ce rêve allait devoir se battre pour survivre. Le soleil n'était pas encore levé quand Kofi ouvrit les yeux. Le dortoir était encore plongé dans une semi-obscurité. Le souffle régulier des autres garçons résonnait doucement. Mais dans le cœur de Kofi, c'était un tambour de guerre qui battait. Il se leva sans bruit, se lava à l'eau froide, puis sortit son vieux cahier, griffonné et jauni, et relut une dernière fois ses notes. Les paroles de Maître Adama résonnaient dans sa tête. « Ce que tu sais, ce que tu comprends, c'est ta lumière. Ne la laisse jamais s'éteindre. » À 7h30 tapante, il se présenta devant la salle 3B, comme on le lui avait indiqué. Il portait une chemise trop grande, repassée à la main, et un pantalon râpé mais propre. Dans le couloir, les autres élèves en uniforme bien taillé l'observaient en chuchotant. « Il vient d'où celui-là? On dirait un petit berger. C'est un nouveau boursier sûrement. Il va pas tenir une semaine. » Kofi les entendit. Mais il ne réagit pas. Il se répétait intérieurement. « Je ne suis pas venu ici pour leur plaire. Je suis venu ici pour apprendre. » La surveillante lui tendit une feuille et un crayon à papier. Elle dit simplement « Tu as 2 heures. Bonne chance. » Le test était difficile. Très difficile. Des mathématiques avec des équations inconnues, de la compréhension de textes, des questions d'histoire. Kofi fronçait les sourcils, réfléchissait, écrivait, effaçait,
recommençait. Une question sur les fleuves d'Afrique le fit sourire. Voilà un cadeau, pensa-t-il. Il avait appris ça par cœur avec Maître Adama, en répétant à voix haute sous un manguier. Mais d'autres questions le prenaient de court. Qu'est-ce que la séparation des pouvoirs dans une démocratie? Il ferma les yeux, se concentra. Il se souvenait des mots du vieux maître. Le pouvoir doit être partagé comme le feu entre plusieurs torchers. Sinon, il brûle le porteur. Alors il écrivit. La séparation des pouvoirs est le principe selon lequel les différentes fonctions de l'État sont confiées à des institutions différentes, législatives, exécutives et judiciaires. Cela évite que le pouvoir devienne tyrannique. 2 heures plus tard, il déposa son stylo. Sa chemise était mouillée de sueur. Il sortit de la salle, épuisé mais soulagé. Le directeur Mensah l'attendait déjà à l'ombre d'un flamboyant. « Kofi, comment ça s'est passé? »« J'ai fait de mon mieux, monsieur. Je crois que j'ai tout donné. » Le directeur le fixa un instant. Puis, d'un geste lent, il sortit un papier plié de sa poche. Il le lui tendit. Kofi le prit avec hésitation, l'ouvrit. Il lut. Résultat d'entrée. Kofi Anoma. Admis. Mention. Très satisfaisant. Niveau d'analyse et esprit critique remarquable. Ses jambes tremblèrent. Il leva les yeux vers Mensah, incrédule. C'est vrai? Je suis accepté? Mensah sourit légèrement. Bienvenue à Sainte-Marie, Kofi. Tu n'es pas seulement un élève désormais. Tu es un modèle. Kofi sentit une vague chaude monter en lui. Un mélange de joie, de soulagement, de fierté et d'une immense gratitude. Cette nuit-là, dans son lit au dortoir, il regarda le plafond. Les larmes lui vinrent, silencieuses. Abdul, dans le lit voisin, lui lança. « Alors, le berger, t'as trouvé ta place. » Kofi sourit. « Non, je l'ai mérité. » Et pour la première fois depuis son arrivée, il s'endormit le cœur léger. Il ne savait pas encore que l'épreuve suivante serait encore plus rude, s'intégrer dans un monde qui ne l'attendait pas. Mais pour l'instant, Kofi savourait. Il avait passé le test. Il avait franchi la première porte. L'école Sainte-Marie brillait comme un joyau au cœur de la ville. Pelouse taillée au millimètre, bâtiments climatisés, bibliothèque numérique, laboratoire moderne. Pour Kofi, c'était comme être entré dans un autre monde. Tout ici semblait avancer plus vite, parler une autre langue. Le lundi matin, il reçut son uniforme neuf, chemise blanche, pantalon bleu marine, cravate brodée aux initiales de l'école. Il l'enfila avec soin, les mains tremblantes. Abdul, son camarade de dortoir, lui lança en lissant sa propre cravate. « N'oublie jamais, ici, tout est dans l'apparence. Si tu parais faible, tu seras écrasé. » Kofi hocha la tête. Il comprenait, mais ne savait pas encore jouer ce jeu. Dans la cour centrale, les élèves arrivaient un à un, déposés par des 4x4 rutilants. Certains portaient des montres plus chères que la case de ses parents. D'autres parlaient anglais avec un accent appris dans des écoles suisses. Il entendit une fille ricaner. « Regarde celui-là. On dirait qu'il sort d'un documentaire sur la brousse. » Il ne répondit pas. Il se tenait droit, silencieux, comme un baobab au milieu d'une tempête. Puis la cloche sonna. En classe, la première surprise fut l'équipement. Ordinateurs individuels, projecteurs interactifs, professeurs en costume, ponctuels à la minute. La seconde surprise fut la vitesse. Les cours s'enchaînaient à un rythme vertigineux. Les élèves prenaient des notes sur tablette. Kofi, lui, sortit son vieux cahier à spirale et son stylo bic. Le professeur de mathématiques, un homme sec au regard froid, dit en passant devant lui. « J'espère que tu es prêt, jeune homme. Ici, il ne suffit pas d'être admis. Il faut être excellent. » Et il attaqua une équation que Kofi n'avait jamais vue. Il serra les dents. Il n'allait pas abandonner. À la pause, il s'assit seul sur un banc, déballa ses galettes d'igname. Les autres élèves croquaient des sandwichs au saumon, buvaient des jus dans des bouteilles importées. Un garçon au sourire narquois s'approcha. « Eh, le nouveau. C'est vrai que chez vous, vous chassez encore avec des lances ?» Kofi leva les yeux, sans agressivité. « Chez nous, on chasse avec l'intelligence. Les lances, c'est pour les faibles. » Le groupe éclata de rire. Même le garçon haussa les sourcils. « T'es pas si bête, le villageois. On verra si tu tiens le trimestre. » Le soir, au dortoir, Kofi confia ses doutes à Abdul. « Je suis pas comme eux, je ne connais pas leur monde. » Abdul répondit. « Tu n'as pas besoin d'être comme eux. Tu dois être meilleur. Ta différence est ta force. Ils ont tout eu sans effort. Toi, tu es venu chercher ce que tu mérites. » Dans les semaines qui suivirent, Kofi redoubla d'efforts.
Il se réveillait 1 heure plus tôt pour étudier. Il empruntait des livres à la bibliothèque. Il posait des questions. Il apprenait plus vite que les autres ne l'imaginaient. Peu à peu, ses notes montèrent. Un jour, à la surprise générale, il rendit une dissertation de français si bien écrite que le professeur la lut à voix haute devant la classe. Voilà ce qu'on appelle un travail rigoureux et inspiré. Bravo, Kofi. Un silence respectueux suivit. Certains commencèrent à le regarder autrement. Pas comme un intrus, mais comme un rival. Mais l'école des élites avait un autre visage, plus sournois. Les clubs privés, les réseaux familiaux, les événements où seuls les fils étaient invités. Et surtout, le mépris discret, celui qui ne se dit pas, mais qui se sent. Kofi comprit alors que réussir dans cette école ne serait pas seulement une question de connaissance. Ce serait une guerre quotidienne, une lutte pour exister, pour être vu, être entendu, sans jamais perdre son âme. Et dans le fond de son cœur, une voix murmurait encore. Tu n'es pas arrivé jusqu'ici pour abandonner. D'Abidjan à Boston, le choc des mondes. Le départ, l'arrivée, le froid, la langue, mais aussi l'émerveillement et les premiers pas dans l'université des rêves. Le lundi matin, Kofi entra dans la salle 204 sans grande attente. C'était le début du cours de philosophie, une matière que la plupart des élèves trouvaient abstraite et inutile. Lui n'en savait rien. Dans son ancien village, personne n'avait jamais parlé de Socrate ou de Kant. Le professeur était déjà là. Il ne ressemblait à aucun autre. Homme noir, costume froissé, barbe, poivre et sel, lunettes cerclées. Il écrivait lentement au tableau une citation de Frantz Fanon. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Puis, il se retourna vers la classe et lança, d'un ton calme. « Je m'appelle Monsieur Ozé. Je suis votre professeur de philosophie. Ici, on ne vient pas pour apprendre à réciter. On vient pour apprendre à penser. » Un murmure traversa la salle. Il posa la craie et croisa les bras. « Aujourd'hui, pas de manuel. Dites-moi, qu'est-ce que réussir sa vie ?» Des mains se levèrent. Des réponses creuses fusèrent. Avoir de l'argent. Faire un métier prestigieux. Être connu, influe. Monsieur Ozé secoua doucement la tête. Non, ce que vous dites là, ce sont les résultats extérieurs. Je vous parle de la réussite intérieure. Ce que vous êtes, pas ce que vous montrez. Il fixa Kofi, assis au fond de la classe. Et toi, jeune homme, tu viens d'où? Kofi hésita. Tous les regards se tournèrent vers lui. Je viens de Bouna, un petit village au nord. Et pour toi, réussir, ce serait quoi? Un silence. Puis, lentement, Kofi répondit. Ce serait revenir un jour dans mon village et montrer aux enfants qu'ils peuvent rêver plus grand que ce qu'on leur a laissé. Un silence lourd s'installa. Monsieur Ozé esquissa un sourire. Voilà une réponse qui mérite d'exister. Merci. Ce jour-là, quelque chose changea en Kofi. Ce professeur, loin des apparences, parlait un langage qu'il comprenait. Il posait des questions vraies. Il traitait chacun comme une conscience capable de réfléchir, pas juste comme un numéro de dossier. Au fil des semaines, les cours de philosophie devinrent son refuge. Monsieur Ozé parlait de liberté, de vérité, d'identité. Vous n'êtes pas ce que vos parents possèdent. Vous n'êtes pas vos notes. Vous êtes ce que vous choisissez de faire avec ce que vous avez reçu. Un jour, à la fin du cours, Kofi l'attendit à la sortie. « Monsieur, vous croyez vraiment qu'on peut changer sa destinée ?» Le professeur le regarda longuement. « Non, Kofi. Je ne crois pas qu'on puisse changer sa destinée. » Kofi baissa les yeux, déçu. Mais Monsieur Ozé ajouta doucement. « Parce que je ne crois pas que la destinée soit un piège. Elle est un appel. C'est toi qui décides si tu veux y répondre. » Dès lors, Kofi se mit à lire. Il emprunta des livres que personne d'autre ne touchait. Lettres à un jeune poète, discours sur le colonialisme, Le Petit Prince. Il annotait, soulignait, questionnait. Il ne cherchait plus seulement à réussir scolairement. Il cherchait du sens. Et dans cette quête, il n'était plus seul. L'invitation arriva un jeudi soir, glissée discrètement dans ses affaires, sans signature. Un papier ivoire épais, embossé d'un sceau doré représentant un aigle sur une pyramide. En lettres élégantes. Le cercle vous invite, samedi à 20h, pavillon privé. Tenue exigée. Kofi fronça les sourcils. Il n'en avait jamais entendu parler. Et personne, pas même Abdul, ne semblait au courant. Mais ce sceau, il l'avait déjà vu. Sur les vestes de certains élèves. Toujours les mêmes. Les riches, les intouchables, ceux dont les pères étaient ministres, ambassadeurs ou chefs d'entreprise. Le lendemain,
Il en parla à M. Auzet, discrètement. « Vous avez reçu une invitation ?» demanda le professeur, surpris. « Oui. C'est quoi, ce cercle ?» « Une vieille tradition de Sainte-Marie. Un club privé. Les enfants de l'élite s'y retrouvent entre eux. Certains disent que c'est là que se décident les alliances. Et les exclusions. » Il s'interrompit, pensif. « Si on t'a invité, ce n'est pas par hasard. Méfie-toi. Mais vas-y. Tu dois voir. Comprendre. » Samedi soir. Kofi enfila sa seule veste sombre, trop étroite, ses chaussures propres mais râpées. Il monta la colline menant au pavillon privé, un bâtiment discret derrière la bibliothèque, inaccessible le reste du temps. À l'entrée, 2 garçons en costume noir l'arrêtèrent. « Non. » Kofi nomma. Ils consultèrent une liste, puis s'écartèrent sans un mot. Il entra. À l'intérieur, l'ambiance était feutrée, luxueuse. Lumière tamisée, musique classique, buffet raffiné, serveurs en gants blancs. Les élèves présents n'étaient qu'une vingtaine. Tous tirés à 4 épingles. Certains fumaient des cigares. D'autres parlaient politique ou crypto-monnaie comme des adultes. Au centre de la pièce, un fauteuil vide. Autour, 3 élèves plus âgés, assis en cercle. L'un d'eux se leva en voyant Kofi. Grand, élégant, sûr de lui. « Mesdames, messieurs, voici notre invité spécial, le petit génie de Buna. » Un ricanement poli traversa l'assemblée. « Tu as surpris tout le monde à l'examen. Et tu as attiré l'attention du cercle. Félicitations. » Kofi resta debout, digne. « Pourquoi m'avoir invité ?» Le garçon s'approcha, souriant. « Parce que tu n'es pas comme les autres boursiers. Tu as un esprit, une ambition. Et ici, l'ambition, ça s'achète ou ça se recrute. » Il posa une main sur l'épaule de Kofi. « Nous avons le pouvoir de te faire entrer dans les bonnes écoles à l'étranger, d'assurer ta carrière. Mais il y a un prix. » « Quel genre de prix ? » « La loyauté, l'oubli de tes origines, et l'acceptation que ce monde est fait pour certains, pas pour tous. » Un silence tomba. Kofi le regarda droit dans les yeux. « Vous voulez que je vende ma dignité pour une place à votre table. Pas la vendre. L'adapter. » Un autre élève ajouta. « Ou alors, tu peux retourner à ton village et raconter que tu as failli devenir quelqu'un. » Kofi resta immobile un instant. Puis il sourit, calmement. « Je suis déjà quelqu'un. Même sans votre table. » Il se retourna, marcha lentement vers la sortie. Avant de franchir la porte, il se tourna une dernière fois.